France Maghreb 2. Alors, ne plus avoir le droit de se présenter sur des listes électorales, ni avoir de parti politique, parce qu'il paraît que c'est du communautarisme, parce qu'il suffit de vivre dans une cité ou d'avoir des copains musulmans pour être communautaire. Ne plus pouvoir ouvrir une boutique halal, parce que ce monsieur disait que justement l'ouverture de boutiques halal finançait l'islamisme. La belle précision que vous avez fait, et je vous remercie, c'est le monsieur qui a dit que la dame a dit. Et vous connaissez que, je ne veux pas revenir à notre propre histoire, mais c'est lui qui dit que l'autre il a dit, vous pouvez toujours courir derrière. Moi je vais aller chercher cette déclaration de Madame Goulet, et j'en parlerai vendredi prochain. J'entends des gens qui viennent, qui ont écrit des livres sur l'islam et disent, j'ai rencontré telle personne, elle a dit que, j'ai été interviewé telle personne qui m'a dit que, mais ces personnes, on ne sait pas qui c'est. Est-ce que moi demain, je peux écrire un livre en disant, voilà, moi j'ai rencontré... Vous pouvez même dire que vous avez rencontré Monsieur Macron et qu'il vous a dit que les musulmans de France, ils sont très bien et qu'on va pas toucher à quelque chose, mais on va toucher à la loi de 1905 pour leur permettre de construire. C'est vous qui l'avez dit. Voilà. Bon, merci mon Karim. Bon, t'inquiète pas. Moi sur le djihadisme judiciaire, est-ce que c'est tenable ça? Le djihadisme judiciaire, c'est tenable? Non mais attendez, c'est ce monsieur que dit qu'elle a dit. Moi je connais Madame Goulet, c'est pas le discours qu'elle tient, en public et en privé. Alors là, on va appeler Madame Goulet, on va lui dire le monsieur dit que, est-ce que vous l'avez dit ou pas, c'est tout. Merci mon Karim en tout cas de nous avoir alerté. Oui. Hein, t'es un peu notre, comment on dit, les trucs alertes là. Ouais, bah c'est lampe rouge. Oui, voilà. Oui, bon. Très bien. Bon, écoutez, en même temps des livres sur l'islam, vous savez que il y a pas pour vendre. Hein. Juste un petit mot sur ce livre, Christophe. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du livre qui a été écrit entre guillemets par les deux journalistes du Monde? Oui. Ben, vous prenez le même procès ou le même procédé. J'envoie des gens, arabes, musulmans, machin truc, ils viennent me dire, je prends les notes et j'en déduis, j'écris. Et je dis, c'est les jeunes qui m'ont dit ça. Mais est-ce qu'il va être capable d'aller au tribunal pour dire, moi voilà le papier que j'ai donné, ils sont 50 jeunes, et ce sont ses élèves, donc après, heureusement qu'il y a la liberté d'expression en France pour écrire les livres. C'est ce que j'allais dire, on est dans une radio où on jouit quand même d'une parfaite liberté d'expression. Merci de le rappeler, pareil. C'est bien. Alors, ceux qui veulent écrire, écrivent, et ceux qui veulent contester. Après, ce qui est différent, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de l'étude de l'Institut Montaigne, où lui se base sur des faits scientifiques, avec des conclusions peut-être un peu moins scientifiques, ça c'est autre chose. Mais bien sûr, écrire un bouquin et affirmer des tas de parfois de bêtises. Voilà, exactement. C'est d'ailleurs on y rajoute toujours un copyright, c'est-à-dire que les idées appartiennent à celui qui les a écrites. Ah non, c'est fort possible, mais c'est bon. la liberté. Alors dernière chose, Christophe, il y a eu cette belle émission sur Arte mardi ou mercredi soir, Nous musulmans, qui a donné un sondage et je suis en train de chercher pour trouver ce sondage Ipsos pour qu'on puisse tout avoir par rapport à l'émission, parce que ce sondage donne des chiffres. C'est un sondage Ipsos ou c'est c'est celui de l'Institut Montaigne? Non, c'est un sondage Ipsos qui a été fait spécialement pour l'émission. Pour l'émission. Pour l'émission. Alors j'ai été sur le site, il y a des éléments mais il n'y a pas la totalité, donc on contactera directement Ipsos. Voilà. D'autant plus qu'on l'a ici reçu 2 ou 3 fois. Il a toujours été très clean et très clair dans ce qu'il pense. C'est des copains. Ouais, c'est des copains. Oui. Bon, merci d'être avec nous. Allez, on passe à autre chose. On va parler des Ouïghours, messieurs dames. Merci d'être avec nous. On a épuisé le CFCM. Oui, ça y est, c'est bon. On pourrait en parler longtemps encore. Mais bon, Christophe, est-ce qu'on fait un pronostic qui va gagner, le Marocain ou l'Algérien? Pour l'affaire. Moi je dis le Marocain. Pour l'affaire à l'extrême droite, bien senti sur France Maghreb. Moi je dis Moussaoui. Allez. Bon, vous êtes le Marocain. Oui. Bon, lundi matin, vous nous donnerez les résultats. Est-ce que les Algériens vont gagner ou est-ce que le Marocain? Allez, parlons et on leur proposera un match de foot à Paris pour régler tout ça. Parlons des Ouïghours. Et oui, les Ouïghours, parce que demain un grand rassemblement est prévu à Paris. Tarek Mami, Farid Tamsamani, nous accueillons avec nous Samia Chiki, journaliste indépendante. Bonjour Samia. Samia. Bonjour Christophe. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Bien près du micro. Alors, ma chère Samia, on va parler des Ouïghours avec plusieurs invités qui vont se succéder pour parler de ce rassemblement qui aura lieu demain à partir de 14h devant l'ambassade de Chine. Mais la première question, Samia, qui sont les Ouïghours?
Alors, on va commencer tout simplement par parler d'abord de la région concernée. Donc, le Turkestan oriental, donc dit le Xinjiang, c'est une région du nord-ouest de la Chine, voisine de 8 États. C'est une région qui est pluriethnique, avec les Ouïghours, les Ouïs, les Kazakhs, les Tadjiks. Les musulmans représentent 58% de la population et les turcophones 53%. C'est une des 5 régions autonomes de la Chine, et cette région, elle a été administrée par la Chine à 3 reprises, mon cher Christophe. Oui. Au 2e siècle avant Jésus-Christ, pour contrôler tout simplement la route de la soie. Et puis, au 7e siècle après Jésus-Christ, encore une fois, pour le contrôle du riche commerce vers la route de la soie. Et enfin, au milieu du 19e siècle, et c'est à ce moment-là qu'on l'a appelé donc le Xinjiang, qui signifie nouvelle frontière. On comprend pourquoi de nombreux Ouïghours tiennent absolument à ce qu'on appelle le Turkestan oriental, et on leur fait honneur aujourd'hui en commençant par cette expression-là. Au XXe siècle, la région va être indépendante à 2 reprises. De façon très courte, de 1933 à 1934, puis de 1944 à 1949, et elle sera pro-soviétique. Et puis en 1949, donc la République populaire de Chine est proclamée avec donc notre célèbre Mao Tse-tung. Cette région est devenue donc tristement célèbre suite à la persécution donc d'une ethnie de la région, les Ouïghours. En 2014, Xi Jinping lance une véritable guerre contre le terrorisme suite à des attentats dont une attaque au couteau dans une gare. Donc il y a une persécution longue et progressive à l'encontre des Ouïghours qui va être menée et qui est médiatisé en ce moment même. Des disparitions se multiplient et en 2017, la Chine confisque même les passeports aux Ouïghours. Ils sont alors, pour des raisons très diverses, arrêtés et incarcérés dans ce que la Chine appelle des camps de rééducation. De rééducation, hein. De Vous avez bien rééducation. entendu. Rééducation. Ouais. On prétend alors inculquer le chinois, transmettre une culture politique, communiste aux détenus. On sait aujourd'hui, grâce à de nombreux témoignages et au scandale il y a quelques mois, des fameux Camp Leaks, que tout est sauf de la transmission de savoir. Les Ouïghours expatriés sont surveillés même au-delà des frontières par le gouvernement chinois. Le Turkestan oriental est aujourd'hui une prison à ciel ouvert. Alors cette prison à ciel ouvert, quelle est-elle? Qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, ils sont torturés. Ils sont même drogués. Il y a eu de nombreux témoignages de Ouïghours disant que ils sortaient tout simplement leurs bras d'une petite chambre de 20 mètres carrés où ils étaient parqués par dizaines et on leur injectait donc un produit. Alors quelques-uns, bien entendu, ont réussi à s'échapper et ces détenus sont privés totalement de tout contact avec l'extérieur. Ceux qui en sont sortis n'ont plus de repères. Leurs familles disent ne plus les reconnaître. Ils sont sensibles au moindre bruit, à la moindre lumière. Ils sont enfermés durant des mois, voire des années. Ils sont donc traumatisés par des conditions de détention terribles. Tout est contrôlé dans cette région. Alors, vous savez que la Chine a le contrôle au faciès. Eh bien, dans cette région, le contrôle, il est largement renforcé. Les téléphones portables sont contrôlés et à la moindre petite erreur de la part de Ouïghours, si vous avez par exemple un petit verset de Coran ou alors une photo d'une femme voilée, eh bien, vous pouvez être incarcéré dans ces fameux camps. Les mosquées sont surveillées. Alors face à cette situation tragique, le silence quant à lui de la communauté internationale reste timide, voire assourdissant face à une Chine qui n'en démord pas et qui, après avoir nié, aujourd'hui assume et tente de démontrer les prouesses pseudo-éducatives de ces camps de la honte. Loin d'être une problématique uniquement liée à la religion et à la culture, les intérêts, on le sait, sont au-delà. C'est une région qui est très riche en hydrocarbures et dont la situation géographique également, puisqu'elle est frontalière, je l'ai dit tout à l'heure, de 8 États. Elle ne peut échapper donc à la tentation du gouvernement chinois d'être sous contrôle total, quel qu'en soit le prix. Le prix aujourd'hui est élevé. Des millions de Ouïghours sont enfermés. Des générations sont sacrifiées. Une ethnie à qui on refuse tout simplement le droit d'exister, mon cher Christophe.
Voilà un peu pour l'historique. Alors les chiffres pour ce qui est des musulmans présents en Chine, c'est quoi? 120 millions je crois, ce qui représenterait 1% de la population. C'est ça. Voilà. Et donc les Ouïghours, on a des chiffres sur combien ils seraient? Alors, je pense que le spécialiste des Ouïghours va intervenir sur la question. On peut commencer à le présenter d'ailleurs, Christophe. Oui. Donc il s'agit de Jean. Oui. Donc Jean qui est le représentant donc de l'association Ouïghours en France, qui est également interprète et donc chercheur. Il a énormément d'informations à nous donner sur la question, donc je le laisse prendre la parole sur cette partie-là. Alors juste avant qu'il prenne la parole, il est important de rappeler ce pourquoi on consacre une partie de cette émission Ouïghours, parce que d'abord dans les autres médias on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas d'ailleurs? Je vais poser la question à Tarek Mami et Farid Tamsamani. Parce que la Chine, c'est une puissance économique, messieurs, ça ne nous aura pas échappé. Moi, le premier point que je souhaite soulever avant de laisser les spécialistes parler, c'est l'emplacement géographique qui sert ou dessert des peuples. Je veux sauter du coq à l'âne. Prenez les Kurdes. Leur situation géographique fait qu'ils subissent depuis des siècles, de tout temps et par tous. Et vous avez la situation des musulmans en Birmanie. Et donc, quand vous vous retrouvez voire les Palestiniens, pour faire simple, quand vous vous retrouvez dans des endroits géographiques et qu'en plus le bon Dieu vous met du gaz et du pétrole sous les pieds, si vous n'avez pas déjà ce qu'on peut appeler l'idée de l'État qui vient comme chez les Perses ou chez des pays ou chez d'autres pays, ben vous êtes la proie de ceux qui sont plus forts à côté de vous. Et je laisserai les spécialistes compléter, sauf si Farid vous les dira. Farid, les Ouïghours, on n'en parle pas. Alors, on n'en parle malheureusement pas assez. Ça vient d'être dit. En fait, je crois que c'est la région la plus fertile, on va dire, en termes d'hydrocarbures et de minerais de la Chine, dont la Chine en fait a énormément besoin pour pouvoir continuer à survivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle de la Chine communiste, mais en réalité, les Ouïghours ont toujours été persécutés dans la région. C'est comme les Kurdes. Exactement. C'est pas nouveau. Pour moi, malheureusement, elle est quand même un peu différente de l'histoire de la Birmanie et des musulmans en Birmanie. C'est un peu différent puisque, enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail ici, mais effectivement, depuis des siècles et des siècles, les Ouïghours ont toujours été persécutés. Alors, il est très compliqué de s'attaquer à la première puissance économique mondiale. Ouais. Faut être honnête, en réalité. Pourquoi? Parce que à part les États-Unis d'Amérique, très peu de pays ont des leviers sur les Chinois, pas même la France, un peu l'Europe, mais l'Europe en fait en réalité ça n'est pas un pays, donc du coup les moyens sont plutôt faibles. Mais effectivement, il faut je pense qu'il faut maintenir la pression. J'ai malheureusement pas beaucoup d'espoir, mais tant qu'il y a de l'espoir en fait, il faut quand même actionner. Et puis je vais peut-être laisser la parole aux véritables spécialistes et organisateurs. Moi, je poserais peut-être la question, Christophe, qu'est-ce qui a fait qu'en 49 cette région qui était plus ou moins autonome ou indépendante se trouve dans le cercle géographique de la Chine, parce que c'est peut-être là l'élément déclencheur de la chose. Alors qui veut répondre à cette question d'ailleurs de Tarek Mami? Première question sur les Ouïghours, en rappelant évidemment c'est important, demain 14h devant l'ambassade de Chine pour un grand rassemblement, parce que ça passe aussi par là, la dénonciation, la mobilisation aussi. C'est important qu'on soit beaucoup pour dénoncer ce qui se passe là-bas, pour expliquer. On a aussi ce devoir, et on se sert de la radio aujourd'hui de France Maghreb 2 et du Grand Forum pour le faire, pour tenter d'expliquer, de sensibiliser aussi nos auditrices, auditeurs qui, on peut pas leur reprocher, mis à part sur les réseaux sociaux, on voit quelques messages sur les Ouïghours. Le reste, ils n'entendent pas, ils le regardent pas parce qu'on n'en parle nulle part. Donc, c'est l'occasion ou jamais d'en parler. Samia l'a très bien présenté, en tout cas, la situation des Ouïghours. Maintenant, la réalité concrète de ce qui s'y passe là-bas, elle est terrible. Hein. Alors, est-ce que Jean peut-être peut prendre la parole? Oui, mais je vais Bonsoir et bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes vous le représentant des Ouïghours de France. Allez-y, c'est bon. C'est ça. Bon. Bonsoir Jean et bienvenue. Merci infiniment et merci de prêter vos ondes à la diaspora ouïghour qui essaye tant bien que mal de représenter les intérêts d'un peuple qui est opprimé aujourd'hui, comme il a été par le passé, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler. Tout d'abord, je vais répondre à une question très concrète, le nombre de Ouïghours. Alors, c'est évidemment quelque chose d'un petit peu difficile à dire parce que les statistiques ne sont pas véritablement fiables. Il y a
d'après les statistiques les plus conservatrices, environ 12 millions de Ouïghours au Turkestan oriental. Il y en aurait environ 1 million dans le Turkestan occidental, c'est-à-dire les pays de l'ex-Union soviétique, les pays turcophones de l'ex-Union soviétique, de l'autre côté de la frontière du Turkestan oriental, donc Ouzbékistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Et puis il y a la diaspora, surtout en Arabie Saoudite, en Turquie, en Australie, en Europe et aux États-Unis et au Canada. Donc si je peux me permettre, je vous en prie. Il y a plus de Ouïghours en Chine que tous les Moyen-Orient du Golfe quand on enlève l'Arabie Saoudite. Oui, c'est ça. Et les Ouïghours représentaient la majorité de la population du Turkestan oriental en 1949, lors de l'annexion par la Chine populaire de ce Turkestan oriental qui est devenu un peu plus tard, en 1955, la région dite autonome ouïghour du Xinjiang. Il y avait à l'époque une population d'environ 3 millions d'habitants. Les Ouïghours représentaient grosso modo 75 à 80%, les autres étant surtout des minorités musulmanes, dont les Khoué, les Kazakhs, les Tatars, etc., et quelques Chinois. La population totale du Turkestan oriental est actuellement d'environ 22-23 millions d'habitants, sans compter 2 éléments. Ces 2 éléments sont tout d'abord l'armée chinoise, dont les chiffres évidemment sont secrets, mais qui représente plusieurs millions d'hommes, puisqu'il s'agit quand même d'une frontière très importante de la République populaire de Chine. Et deuxièmement, ce que l'on appelle les corps de construction et de production, qui sont des corps formés surtout d'anciens soldats chinois, mais également de colons chinois, Pardon de vous couper, Jean, parce que j'ai les impératifs pub, et on va continuer en tout cas d'évoquer évidemment et c'est très intéressant d'un point de vue historique, les Ouïghours, et ce pourquoi aussi, c'est là aussi votre présence, pourquoi demain il faut se mobiliser, être présent devant l'ambassade de Chine à Paris. Et si les auditeurs auditrices souhaitent justement poser des questions, c'est l'occasion ou jamais, on a les experts, ils sont là sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec autour de cette table Tarek Mami et Farid Temsamani qui ont laissé leur place parce qu'on parle des Ouïghours, avec Jean Lahman qui est le représentant des Ouïghours de France, avec nous ici, chercheur et interprète, Samia Chiki, d'ailleurs j'en profite pour la saluer et lui souhaiter la bienvenue dans le LGF, elle nous rejoint dans l'équipe, Samia, journaliste et indépendance, et aussi Kadra, que tout le monde connaît, que tout militant connaît. Alors, comment ça va, Kadra ? Écoutez, merci Christophe, merci au Grand Forum de m'accueillir ici. Ça va très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, nous parlions avec Jean donc des Ouïghours. Samia Chiki a fait une présentation donc de cette population. Jean, avant que je sois obligé de vous couper pour la publicité, évidemment les impératifs, vous connaissez. Vous étiez en train de nous raconter, de revenir un petit peu en arrière d'un point de vue historique. Mm-hmm. Oui, alors on était au chiffre de population. Je pense que l'affaire est entendue. Donc il y a une grande croissance de la population chinoise qui représente maintenant la majorité absolue dans la population du Turkestan oriental, suivi donc par les Ouïghours qui représentent une trentaine de pourcents, et qui représente une population décroissante parce que la Chine a changé de population de contrôle des naissances. La Chine limitait les naissances des Han, c'est-à-dire des Chinois ethniques, à un enfant par famille, tandis que les minorités nationales, dont les Ouïghours, les Tibétains et autres, avaient le droit d'avoir autant d'enfants qu'ils le voulaient ou qu'ils le pouvaient, disons en moyenne 2 à 3 par famille. Cette mesure a maintenant été rapportée, et au Xinjiang, les familles sont limitées à un enfant. Les familles ouïghours sont limitées à un enfant, tandis que les Han n'ont plus de limite, ils peuvent avoir autant d'enfants qu'ils veulent. Donc évidemment, ça favorise la croissance de cette population Han chinoise. Très bien. Pour revenir à... Oui, pardon. Allez-y, je vous en prie. Pour revenir à la question de Tarek Mami tout à l'heure, pourquoi à partir de 49 ? Alors, un tout petit rappel historique, Samia l'a très bien fait tout à l'heure, le Xinjiang est vraiment devenu une partie de la Chine
ou en tout cas une partie du territoire occupé par la Chine au XIXe siècle, au moment de l'extension des empires coloniaux. Alors, les Européens qui n'avaient plus de place se sont développés outre-mer, les Russes se sont développés vers l'Asie centrale et les Chinois vers l'autre partie de l'Asie centrale, aidés en cela par les Britanniques qui ne voulaient pas, au nord de leur colonie indienne, voir des colonies de la puissante Russie. Donc, ils ont aidé les Chinois à conquérir le Turkestan oriental. D'accord? Et à la fin du 19e siècle, le Xinjiang, après quelques révoltes, est devenu une province officielle de la Chine, dont elle s'est détachée, comme vous l'avez rappelé à 2 reprises. En 49, pourquoi est-ce que les choses ont changé? Eh bien, parce que la Russie s'intéressait beaucoup à ce territoire. La Russie s'intéressait à un territoire qui était mitoyen de ses propres colonies d'Asie centrale, qui avait des hydrocarbures, on le soupçonnait, qui avait beaucoup de minerais, qui étaient sous-peuplés, et la Chine, Pékin, était très loin. Et donc, pour la Chine, pour la Russie, il était intéressant de mettre la main sur ces territoires. Et donc, la Chine a dû réagir, et c'est pour ça que des mesures très fortes ont été prises pour assurer la mainmise chinoise sur Donc c'est un problème d'impérialisme entre les uns et les autres. C'est un problème de confrontation entre 2 impérialismes. D'accord. Alors Jean Larman, si vous voulez bien, on va essayer d'être très factuel et le plus ludique possible pour ce qui va se passer demain, donc devant cette ambassade chinoise. Mais moi j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce qu'on peut parler d'un courant djihadiste au sein des Ouïghours? Il y a des chiffres qui circulent entre 5 et 8 000 Ouïghours qui seraient partis en combattre en Syrie auprès d'organisations terroristes. Vous confirmez ou pas? Alors, je ne connais pas le chiffre exact. Je pense que personne ne pourrait donner un bon chiffre. Il est certain qu'il y a eu un certain nombre de Ouïghours qui sont partis combattre auprès de Daesh ou auprès de différentes organisations terroristes. Sans doute, il y a une raison d'environnement, c'est-à-dire quand on est persécuté, qu'on peut plus se débrouiller soi-même. Comme les Tibétains. Comme les Tibétains, absolument. Mais les Tibétains sur la violence, apparemment. Ah non, il y a eu des cas de suicide, des attaques au couteau, tout à fait par les Tibétains. D'accord, alors il y a ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette idée de djihadisme, est-ce que la Chine a invoqué pour lutter contre les Ouïghours après le 11 septembre. Après le 11 septembre, la Chine, que les États-Unis essayaient d'amener dans leur giron avec eux pour lutter contre le djihadisme, a dit oui, mais il faut reconnaître qu'il y a un groupe djihadiste parmi les Ouïghours. C'était le ETIM, East Turkestan Islamic Movement, qui était au Kyrgyzstan et qui regroupait quelques douzaines de personnes. Ce groupe a été reconnu par les États-Unis. La Chine s'est jointe à la lutte contre Al-Qaïda et la Chine a profité de ça pour faire passer tous les groupes ouïghours comme des groupes djihadistes, terroristes. D'accord. D'une minorité, on en est passé à une majorité, quoi. On dit aussi que les services spéciaux chinois auraient envoyé en Syrie beaucoup d'agents pour rechercher et tuer sur place ces combattants ouïghours djihadistes. Et d'ailleurs, ils seraient aujourd'hui actuellement du côté d'Idlib en Syrie, donc le dernier bastion des terroristes, et que le soutien politique de la Chine, outre le soutien pour que la Chine puisse récupérer un peu de la main de la reconstruction de la Syrie, c'est aussi officiellement pour lutter contre les djihadistes ouïghours. Alors, comme tu l'as dit, officiellement. La version officielle. Jean Larman, autre question aussi très importante. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté séparatiste aussi chez les Ouïghours? Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Assumé. Je pense qu'il est assumé par une grande partie de la population. Déjà, un Ouïghour ne ressemble pas à un Chinois. D'accord. Et les Chinois ne manquent pas de rappeler aux Ouïghours qu'ils sont différents. Lorsque des Ouïghours se baladent en Chine, dans les provinces internes de la Chine, intérieures de la Chine, automatiquement les gens montrent du doigt, en parlent. Il y a des colibets, le racisme ordinaire se manifeste. Et donc, évidemment, les Ouïghours ne se sentent pas chinois et ça les pousse à réclamer leur autonomie, d'autant plus que, ou leur autonomie ou leur indépendance, d'autant plus que depuis quelque temps la langue ouïghour est interdite, la pratique de la religion est interdite,
Le fait de dire Assalamu alaikum, comme ça se dit en ouïghour, dans son téléphone pour allô, peut vous envoyer directement en camp, etc., etc. Donc, il est certain que les gens réclament de plus en plus l'indépendance. On parle de camps de concentration oui. concernant les Ouïghours? Oui, absolument, oui. Ouais. Combien de Ouïghours en France? Est-ce qu'on a un chiffre? Alors, on pense un peu plus d'1 millier en France. D'accord, 1 millier. Oui. D'accord. Kadra, juste aussi un petit mot sur ce qui va se passer demain, parce que c'est aussi avant tout, vous êtes là aujourd'hui pour ça, pour nous dire donc pourquoi il faut absolument se sensibiliser demain, pourquoi il faut se mobiliser demain à 14h devant l'ambassade de Chine. Quel poids cela peut avoir, cette mobilisation? Écoutez, déjà il faut se mobiliser pour dire stop aux persécutions, aux pressions que subissent les Ouïghours, non seulement dans le Xinjiang, mais ici aussi en France, parce qu'il faut savoir qu'ils reçoivent des coups de fil de l'ambassade de Chine, quelquefois qui leur demandent de venir récupérer des paquets. C'est extrêmement difficile pour eux de s'exprimer, parce qu'il y a une espèce de chantage aux documents officiels qui est fait. Demain, il faut absolument se mobiliser, parce que il y a eu un champ médiatique, une émergence dans les médias, quand même, on en a parlé, beaucoup d'articles de journaux, les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils attendaient. Moi, personnellement, sur ma chaîne, sur le Globe, beaucoup de gens m'ont dit c'est quand qu'il y a un rassemblement sur les Ouïghours. Du coup, avec Samia, Karima, Idriss, voilà, et Cheyenne aussi, que je n'oublierai pas, on s'est dit il va falloir mettre quelque chose en place. Et devant l'ambassade, c'est au métro Saint-François-Xavier, je tiens à le répéter. Espérons que ça soit ouvert, le métro. Demain. Voilà, métro Saint-François-Xavier, c'est pas loin de l'ambassade. Covoiturage sinon. Voilà, et le covoiturage, moi je suis pas une grande plateforme, donc je peux pas organiser ça pour ceux qui m'ont demandé ça. Donc oui, il y a du convoiturage, peut-être qu'il y a des bus, parce qu'il y a des bus dans Paris. Oui, il y a des bus, oui, absolument. Et le week-end, des fois, il y a la trottinette, voilà, il y a la trottinette, il y a les pieds, il y a tout ce qu'il faut. Il faut se mobiliser parce que il y a eu de la part de l'ONU, de la part des défenseurs des droits, des résolutions, des recommandations qui ont été prises par comment ça s'appelle, le président de la Commission européenne. Donc, mais ça, c'est pas encore appliqué. Les camps n'ont pas fermé. Ils ont demandé d'arrêter les internements, mais il y a quand même des gens qui sont encore enfermés, qui subissent encore les persécutions, les tortures. Le mariage forcé, n'oublions pas que pour certains ils sont obligés de manger du porc, d'autres à qui on arrache des organes. Oui. Il y a le trafic d'organes. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas l'aspect religieux. Si, il y a un aspect religieux, il y a l'effacement non seulement du culte, mais de la culture aussi ouïghour qu'on veut plus voir en Chine, dans cette région-là. Dans cette région-là, voilà. Donc demain, il faut absolument se mobiliser. On a entendu le cri des Ouïghours. Je pense que l'émotion elle a battu son plein, que ce soit sur les réseaux sociaux. Maintenant, il est temps d'agir, de faire le poids dans la balance pour que ces résolutions, elles aient un écho. Et ce qu'on aimerait, ce qu'on a mis en place, c'est une mise en scène avec des masques. On va aussi faire une mise en scène sur comment on appelle ça, sur les organes. Donc voilà, il y aura un camion, il y aura une sono. C'est pour ça qu'il y a une plage horaire assez ouverte, de 14h à 18h. D'accord, pendant 4 heures. 14h à 18h. Donc on veut que c'est un impact mais quel impact ça aura? Parce que moi je veux dire, d'aller devant l'ambassade de Chine, à la limite ils vont vous laisser dénoncer vos choses, mais c'est pas sûr que vous soyez entendu, même quasiment pas sûr. Tu sais Christophe, c'est un petit peu comme toute mobilisation, à partir du moment où tu commences à être visible et à mettre en avant une cause, tu commences quand même à déranger. Et en plus de ça, donc si les médias sont là, donc on invite également les autres médias à être là pour couvrir l'événement. Si les médias couvrent tout ça, on sera là pour montrer la vérité, pour montrer ce qui est en train de se passer, et puis pour contrer cette version officielle qui est maintenue par le gouvernement chinois. Il y aura forcément un écho. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on doit aussi
bousculer un petit peu les mentalités au sein de nos politiques au niveau national. Macron s'est exprimé de façon très très timide. J'avais couvert son déplacement en Chine. Il a des armes à vendre. Hein, oui, mais tout à fait. Donc il y avait des contrats à hauteur de plus de 15 milliards de dollars qui ont été signés, et le cas des Ouïghours n'avait pas du tout été évoqué, et ça c'est tout à fait inacceptable. Donc tout citoyen français qui a envie justement de défendre les droits humains se devrait d'être présent à cette mobilisation demain, donc à côté de l'ambassade de Chine. Il y a déjà eu un rassemblement, je crois, la semaine dernière à Marseille, hein. Oui. Oui, et genre, je sais pas ce que ça a donné, mais est-ce que vous avez des échos, un de vous trois là, à Marseille? En fait, moi, j'ai regardé la vidéo. En fait, ça pas. Moi-même, je le savais pas. Je suis tombé sur la vidéo. Bon, si vous aviez écouté le grand forum, vous le sauriez. La semaine dernière, il y avait l'info comme aujourd'hui. Alors, peut-être que nos amis parisiens vont être à la hauteur comme ils le sont dans le foot, c'est-à-dire plus important qu'à Marseille. On l'espère, en tout cas demain à 14h. Je peux vous dire que, en fait, vous retirez le mot foot pour pouvoir répondre. Alors. En fait, il y a plusieurs associations, il y a plusieurs signataires, donc Association des Ouïghours de France, Collectif Agir pour les Ouïghours, la Mokane, vice-président donc de la communauté tibétaine de France, Appel Paris pour la liberté démocratique et état de droit aux Comores, Samia Ozerman, Collectif Ameb, Madame Amel Bontoutsi, Monsieur Malik Lom, Agir pour l'éducation et le travail et le progrès, c'est une ONG, Association L'Angle des oreilles avec Kader, c'est le Cachemire, Yasmina Moustakine qui est une infirmière diplômée médic gilet jaune, Adama Traoré, la révolution est en marche, Cosimo Lizzi, militant antifasciste, Abdel Zahiri, militant défenseur des droits, collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, le docteur François. Le CCIF, il est là. Oui. Justice et droit sans frontières, Ouria Boutelja, Florence, mais elle m'a dit qu'elle viendrait pas, donc qui est ça, Rodja, membre du collectif de défense des jeunes mantois, collectif de défense des jeunes mantois, Fatih Gilet jaune, Elias Mzilen d'Islam Info, collectif des Mauritaniens en France, Amadou Tal, Alliance internationale, Justice pour Jawad avec Salah Zawiya, association des femmes marocaines à l'étranger, Fatima Belarbe, association Éco Ensemble contre l'oubli, le Globe, Cheyenne, défenseur des droits de l'homme, le rabbin peut-être Gabriel Agaï qui va venir, Vincent Gesser, enseignant et chercheur, et Idriss Nguyen et Gamal Abina avec le MDC. Sachant qu'il y en a beaucoup donc qui n'ont pas signé l'appel, mais qui ont dit qu'ils seraient présents et qui interviendraient. Donc il y aura également un programme d'intervention. Il y aura justement une tribune, je veux dire, où des gens pourront s'exprimer. Oui, il y aura une tribune. Il y a du matos, il y a du matériel de prévu. Il y a toute une organisation derrière et vraiment justement où on peut avoir toutes les informations pratiques et utiles sur les réseaux sociaux pour l'organisation de cette manif, de ce rassemblement de demain. Parce qu'il y a une page Facebook dédiée ou pas? Alors effectivement, on a la page de soutien, la page de l'événement qui s'appelle Free Ouïghour Close the Camp. Voilà, donc il y a un événement sur Facebook qui a été créé à cet effet. Voilà, vous pouvez encore rechercher l'événement, vous y inscrire, ça donnera plus d'impact encore. Bien sûr. Je sais qu'il y a eu d'autres événements par rapport à ce jour-là qui ont été créés en amont. Du coup, vous disiez qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut changer énormément parce que en fait, le 2 mars, nous 2019, on avait fait un rassemblement où on n'était pas très nombreux. Après, il y a eu le 21, le 22, le 23 mars 2019 quand il y a la venue de Xi Jinping avec les Tibétains. Mais là, il risque d'y avoir beaucoup plus de monde et il est important parce que chacun de vous est un espoir et que chacun de vous est une force et que chacun de vous peut faire bouger les lignes et peut-être même faire fermer ces camps. Et puis, il faut réclamer cette liberté religieuse qui est un droit fondamental. Et puis, il y a des gens qui sont torturés. Alors, essayez d'entendre un peu les cris de ces Ouïghours, les cris de ces êtres humains, tout simplement, musulmans ou pas musulmans. On vous attend demain à 14h au métro Saint-François-Xavier
Voilà. Il y a un hashtag d'ailleurs qui a été lancé pour la petite opération, Samia, je crois. Oui, c'est Close the Camps. Voilà, c'est ça. Close the Camps. Parmi les demandes qui vont être faites demain, stop à l'enfermement des Ouïghours, évidemment, fermeture des camps et abrogation des lois et réglementations liberticides qui ont permis la mise en place de ces centres, liberté sans condition. Voilà, en quelque sorte l'appel donc à la mobilisation demain à Paris à 14h. C'est le début de quelque chose, monsieur Jean Losman? C'est la poursuite de quelque chose et son amplification surtout. Ouais. Le gouvernement français a pris un certain nombre de décisions, peut-être un petit peu timides, mais certainement un petit peu plus que d'autres pays, et il faut encourager le gouvernement français à être encore plus actif, proactif, pour utiliser un nouveau mot. Et puis les députés aussi, hein, faut le rappeler aussi. On peut saisir son député, son sénateur. On les invite demain d'ailleurs. Hein. Ouais. Ils sont les bienvenus. D'accord. Les candidats au municipal aussi. Oui, absolument. Oui. En plus, c'est pas d'électeurs. Non, mais c'est vrai. On peut sensibiliser son député, son sénateur, et plus on recevra de courrier sur les conditions des Ouïghours, plus il s'y intéressera. Hein. Si personne lui en parle, il pourra pas lui aller chercher. Hein. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Le dernier mot, monsieur Jean Lorman. Donc, vous êtes, je rappelle, le représentant des Ouïghours de France pour cet appel à manifester à ce rassemblement demain devant l'ambassade de Chine, métro Saint-François-Xavier. Pourquoi il faut y aller? Eh bien, il faut y aller parce que les Ouïghours ont besoin d'être entendus, ont besoin de sentir du soutien, ont besoin de ces soutiens pour se faire entendre par d'autres gens qui les soutiendront encore à l'avenir. Merci en tout cas d'être venu en direct dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci beaucoup, Kadra. On peut te suivre sur ton blog, hein. Le blog, c'est le Globe 777. 777, voilà. 777. Bah, absolument. 7e étage, 75 et 75 encore une fois. Très bien. Et Samia Chiki, sois la bienvenue dans le Grand Forum. Tu reviendras mercredi, je crois. Je te remercie, Christophe. Et rendez-vous demain, 14h, à Paris, au métro Saint-François-Xavier, les amis. On compte sur vous. Enfin, plutôt, les Ouïghours comptent sur vous. À demain. France Maghreb 2. Bien, le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Farid Tamsamani qui a repris son fauteuil. Comment ça va, mon Farid? Très bien. Bon, c'était important. Oui, non, mais ce drame en vérité qui touche des milliers, pour pas dire des millions d'êtres humains en Chine, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier parce que on a tendance à considérer la Chine comme étant un allié, on va dire, des pseudo-minorités, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe et surtout pas vrai en l'occurrence. Je sais pas si ça avait été dit, en vérité, la Chine a deux soucis. Elle a un souci d'abord avec les minorités religieuses, quelles qu'elles soient. Pas que les musulmans, mais notamment les musulmans. Et ensuite, avec particulièrement cette minorité localisée dans un endroit qui, pour la Chine, est fondamental. Et la Chine a procédé, ça l'a été dit, je crois, à ce qu'on appelle une colonisation de peuplement dans ce secteur géographique, justement. Voilà. Bon, en tout cas, rappelons, demain, 14h. Je sais pas si t'as entendu d'y faire un petit tour, Farid. J'y serai pas. Très bien. Bon, voilà, après, t'as peut-être piscine, hein, le samedi après-midi. Je suis pas piscine, mais j'ai d'autres activités, effectivement, familiales. Bon, très bien. Alors, il nous reste 5 minutes avant de passer au quiz et avant de finir cette émission. On va rappeler la question du jour à propos du CFCM et est-ce encore un enjeu pour les musulmans de France? C'est la question que l'on vous pose et en grande majorité vous dites non. Sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF le Grand Forum, le Grand Forum FM2, voilà, sur Twitter pour voter bien sûr, et votre avis nous intéresse plus que jamais. J'aimerais qu'on parle un peu de la Libye, si vous le voulez bien, parce que c'est un pays qui est assez proche de nous quand même. Et il s'y passe des choses absolument extraordinaires, étranges. Il y a eu une rencontre qui s'est déroulée à Moscou, si je ne m'abuse, en début de semaine. Une réunion à laquelle était convié donc le général Haftar, Sarraj, et il y avait la Turquie, je crois aussi aux commandes, et évidemment Poutine. Alors il semblerait que le général Haftar ait quitté précipitamment la réunion ou la rencontre sans signer quoi que ce soit. Donc visiblement le cessez-le-feu n'a pas duré très longtemps, il a été violé à plusieurs reprises paraît-il, et la Turquie, on l'a appris, ça y est, les soldats turcs sont arrivés en Libye. Farid, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation qui est en train de monter d'un cran en Libye?
Je pense qu'il faut être inquiet de la situation depuis le début, malheureusement. Il y a une conférence à Berlin qui aura lieu ce dimanche. Exactement, il y a une polémique, je crois d'ailleurs, sur la non-participation, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas pas l'invitation dans un premier temps de la Tunisie. La Tunisie n'est pas invitée. La Tunisie n'est pas invitée. Et l'Algérie, alors attendez, chose importante, l'Algérie n'était pas invitée avant qu'elle ait un président, et depuis qu'elle a un président, l'Algérie est invitée. Et Tebboune, effectivement, il se fera. C'est très complexe ce qui se passe en Libye. On en a parlé la semaine dernière. En réalité, bon, moi je suis très pessimiste, notamment sur on va dire on a parlé tout à l'heure de l'impérialisme chinois, de l'impérialisme turc et russe, comme d'autres impérialismes, parce que les Libyens en vérité ils sont victimes de tous bords. Ils sont victimes de la déstabilisation de leur pays, ils sont victimes de jeux qui les dépassent, et tout ça sont très 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 mauvais. Et puis après, d'ingérence, il y a énormément d'ingérence. Il y a probablement une ingérence également égyptienne. Absolument. Qui soutient Haftar. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore l'ingérence physique de l'Algérie, mais il y a bien un moment donné où l'Algérie va. Alors la ligne rouge, elle a été donnée. C'est Tripoli. Bon, tout ça est très 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 délicat. Franchement. Moi, je parlerais plus de médiateur pour ce qui est de l'Algérie que d'ingérence. Oui, alors ça, il y a 1000 km de frontières quand même, Farid, c'est pas rien. Ça s'appelle du marketing. Oui, non, mais d'accord, mais. On n'aime pas dire que l'Algérie peut être. Non, parce que l'Algérie a toujours déclaré et dit qu'elle ne s'ingérait jamais dans la déclaration extérieure. Oui. Cher Christophe, ça s'appelle une déclaration officielle. C'est vrai que c'est pas dans sa politique, parce que dans son récit national, dans le roman national algérien, notamment sur la décolonisation, etc., en fait, on peut pas l'assumer. Et je crois que, de toute façon, elle a très peu orchestré d'action à l'extérieur. La difficulté, c'est là que ça s'est à ses portes. 1000 km de frontières. 1000 km de frontières. On sait particulièrement que les frontières. Il y a eu un renforcement d'ailleurs de l'armée algérienne auprès des frontières. De ce côté-ci, les frontières sont pas forcément les plus sécures. On l'avait vu notamment avec l'attaque de, je sais plus comment elle s'appelle, cette base. Garmont, c'est comme ça. Tégorine. Exact. La base. Oui, je crois Tégorine, un truc comme ça. Voilà, on sait pertinemment qu'en fait la frontière est particulièrement poreuse de ce côté-là, contrairement à l'autre côté, du côté avec le Maroc, qui malheureusement en tout cas. Elle est fermée comme ça, y a pas de problème. Non, je parle de la frontière. Je parle pas des postes frontaliers, je parle vraiment de la frontière physique. Non, les frontières sont fermées et surveillées. Et surveillées de ce côté-ci. De l'autre côté, un peu moins. Mais donc c'est pour ça que l'Algérie a naturellement particulièrement peur, parce que on sait pertinemment, on l'a notamment vu avec le Mali, c'est qu'en fait les belligérants, on va dire, pour pas les nommer autrement, circulent facilement dans la région, mais c'est quelque chose qui est très 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 ancien. Alors pourquoi la Tunisie n'est pas à cette conférence de Berlin, cher Tarek Mami? Et pourtant la Tunisie a un rôle très important à jouer dans cette crise libyenne. Elle partage des frontières, elle aussi. Oui, alors deux choses. D'abord, il faut comprendre qu'en Libye, le moteur principal du consensus, ce sont les tribus. Absolument. C'est important à savoir. Ça. Quand on parle de la Libye, il faut quand même resituer les choses. Et Kadhafi a pu tenir donc de 69 jusqu'à son assassinat en 2011, grâce à ce qu'on dit qu'il achète les tribus, c'est-à-dire qu'il retribue de manière financière tous les chefs de tribus qu'il distribue. Et donc ça, c'est l'élément principal. Et les Libyens, donc depuis leur indépendance, n'ont pas su construire un État central et on continue à fonctionner en tribus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir officiel en Libye est coupé en deux, avec une assemblée nationale, entre guillemets, qui est plutôt donc vers la frontière égyptienne, et qui est plutôt avec Haftar et en tout cas contre Sarraj. Et vous avez le gouvernement de Sarraj qui lui est installé à Tripoli et qui lui est reconnu par l'ONU, par les organisations internationales. Or, il se trouve que quand vous reconnaissez un gouvernement, vous ne reconnaissez pas un État. Il y a un gouvernement avec une assemblée générale, avec une assemblée nationale qui va pas de pair avec lui, ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est la complexité à l'intérieur de la Libye. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale libyenne a dit que dès qu'il y aura quelques soldats turcs sur le terrain, il appellera Sisi et l'Égypte à envoyer leurs propres soldats
Donc ça devrait se faire. Non, mais c'est voir la complication. Donc, parce que les soldats turcs, on confirme, ils sont arrivés. Beaucoup de mercenaires, alors. Oui, sur les soldats, des terroristes, oui. Oui, voilà. Mais des soldats turcs, oui, a priori. Hein. Ah bon, il faut vérifier. En tout cas, pour les mercenaires, on est à plus de 3600. Alors ça, j'ai fait un petit étude hier, Christophe, non pas pour aujourd'hui, mais pour moi, pour ma culture générale, comme dit l'autre. Et il se trouve que, par exemple, en Syrie, le salarié, le fonctionnaire de l'État syrien touche $100 par mois. Oui. Quand vous appartenez à un groupe militaire kurde, oui, vous touchez $200 par mois. Ah oui. Quand vous appartenez à une milice financée par la Turquie, oui, vous touchez $400. Et la Turquie remonte les enchères puisqu'elle offre $2000 pour ceux qui vont se battre en Libye. Alors vous comprenez très vite que beaucoup des $400 vont partir pour $2000. Ça c'est la Libye en interne. La Tunisie, donc en 2 mots. La Tunisie, oui. Pour la Tunisie, en 2 mots. En fait, la Tunisie a toujours eu une politique de prestige, une politique internationale, sous Bourguiba, sous Ben Ali, même si beaucoup ne seront pas d'accord, mais c'est comme ça. Et sous Béji, qui a redonné du lustre par sa phraséologie et par sa façon de faire. Et depuis que le nouveau président a pris le pouvoir, c'est un bleu. C'est pas une insulte, c'est un constat, c'est un bleu en politique internationale. Oui. En plus, il est coincé avec Nahda, qui elle est pro-turc. C'est un bazar total. C'est un bazar total. Il n'y a pas de gouvernement. Et en plus, il a commis, pour moi, et ça m'engage comme dit l'autre, l'erreur de ne pas s'être rendu pour l'investiture de président algérien, oui, c'est qu'il aurait pu construire un front Tunisie-Algérie sur cette question. C'est vrai. On peut le regretter. En tout cas. On peut le regretter. Alors, par contre, le gouvernement, le nouveau président algérien a envoyé quelques signaux à droite et à gauche, manière de dire l'Algérie revient dans le jeu international. Bah oui. Et c'est à ce titre qu'elle est invitée à Berlin. Et le plus étonnant que personne ne comprend en Tunisie, c'est que le président de l'Union africaine, entre guillemets, M. Sassou, oui, qui est très loin de la Libye, lui, est invité. Et donc les Tunisiens aujourd'hui en veulent à leur président, qui n'est pas présent. Et d'ailleurs, les Tunisiens ne disent pas que la Tunisie est absente, ils disent que la Tunisie n'a pas été invitée, parce qu'en arabe, c'est le mot raba ou rouyiba, ça veut dire c'est lui qui s'absente, et c'est lui qui a été fait absent. Bon, très bien. Bah, c'est vrai qu'en même temps, l'Algérie a su peut-être régler sa crise intérieure pour peut-être peser à l'extérieur. Peut-être pas, mais en tout cas, elle envoie le message. Et la crise intérieure en Tunisie est toujours présente, hein, oui, on est d'accord là-dessus. Alors, bon, un mot sur la crise politique tunisienne, oui, intérieure. Le gouvernement n'est pas passé, donc il va y avoir un nouveau Premier ministre de nommer, et surtout, il y a eu aujourd'hui... Des démissions en cascade chez El Nahda. Hein. Voilà, vous m'avez précisé. Notamment le fondateur d'El Nahda. Oui, tout à fait, Monsieur Mourou, ouais, candidat à la présidentielle. Incroyable. Il y a surtout hier une trentaine de personnes qui sont donc les parents des martyrs ou de ceux qui ont été tués en 2011 et qui sont officiellement venus pour protester à l'intérieur de l'Assemblée nationale, ce qui ne se fait jamais parce que la sécurité, personne ne peut accéder. Et une fois qu'ils étaient à l'intérieur, ils ont menacé, y compris de mort apparemment, Madame Abir Moussi, la présidente du parti PDL. Donc c'est dire dans quelle chakchouka tunisienne renforcée la Tunisie vit en ce moment. On se termine avec un petit quiz. Le quiz. Farid Tabsamani peut-être pour la 2e victoire. Pour la 3e. 3e. Oui. Ah oui, Farid. Donc, depuis le début d'année, ouais. Ah oui, d'accord. Des questions évidemment en rapport avec l'actualité. Bon, je suis très loin dans le. J'ai fait simple. Non, mais l'occasion, vous allez remonter. Vous montez là, c'est Abdeslam qui descend. Ah, donc Abdeslam a l'obligation de faire la remontada s'il peut. Enfin, ça bon, alors très vite parce qu'on est en retard. Allez, vas-y. Première question. Qui déclare: des millions de Français ont voté pour Emmanuel Macron. Beaucoup ne le referaient pas aujourd'hui. C'était hier soir sur BFM TV. Vous pouvez me poser des questions, hein, si vous voulez des indices. Moi, je suis tenté par Mélenchon. Non, c'est une femme. C'est une Le Pen. Non, c'est une femme, mais c'est pas Le Pen. Royal. Royal est une bonne réponse. Ségolène Royal, qui a été licenciée, vous savez, de son poste d'ambassadrice des pôles parce qu'elle avait un peu quitté son droit de réserve. Voilà. Et d'ailleurs, elle n'a pas écarté, ou en tout cas, a répondu à demi-mot. Elle ne serait pas contre une candidature en 2022, Ségolène Royal. Fantasme. Bon, d'accord. La vraie candidate, à mon avis, ça serait Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Oh. Ah non, elle a démenti totalement cette semaine. Oui, bien sûr. Elle a démenti. Oui. Normal. Dans quelle ville, messieurs, étaient Mélenchon et Ruffin main dans la main hier pour pilonner contre la réforme des retraites?
C'est dans une des villes où on est médaille. Marseille? Non. Reims? Amiens est une bonne réponse, Farid Tamsamani. Alors, vous avez l'info ou Pas du tout, c'est que juste Ruffin est député. Eh oui, oui, voilà. Je me disais que par logique. Ouais, bien joué, Amiens. Quel candidat, messieurs? En fait, je suis plus la politique internationale, moi, que la politique nationale. Quel candidat à la mairie de Paris a jeté l'éponge en Basel. Oui, en rejoignant Monsieur Griveaux. Pierre-Yves Bournazel, effectivement. Pierre-Yves, oui. Pierre-Yves, c'est ce que j'ai dit, oui. Pierre-Yves Bournazel. Oui, c'est ça. Qu'on salue. Oui. Enfin, que je salue, en tout cas. Bon, d'accord, ok. 2-1. Le taux du livret A, messieurs. A baissé. Je crois qu'il va descendre à 2,5. Non. Il a baissé de 0,5. Beaucoup moins. Il était à 0,75. Il va être à 0,5. 0,5 est une bonne réponse, Tarek, je vous l'accorde. À partir du 1er février. Eh ben, on est à 2-2. Ah bon? Eh oui. Ok. Dans quel pays, messieurs, des arbres préhistoriques ont été sauvés des flammes? Australie, oui. Est une bonne réponse. Australie, et vous savez que c'est une mission secrète qui a permis cela. Oui, Australie. Victoire sur le fil de Tarek Mami, mais victoire quand même, 3-2. 2,5. Non, 3-2. 3-2, la victoire est une victoire, messieurs. Félicitations. Bravo. Félicitations, monsieur Mami. Monsieur Itache doit commencer à avoir la moustache qui pousse. Remontada. Oui. Farid Tamsamani, Tarek Mami, merci et bon week-end, messieurs. Merci à vous deux. Rendez-vous lundi, la semaine prochaine, évidemment, on sera là. Alors mardi, je vous dis rien pour l'instant, mais une grosse surprise côté invité. Ah oui. Je vous donne juste un indice. Un film qui parle de l'Algérie qui sort mercredi. Voilà. Soyez là, évidemment, dans le grand forum. Je pensais que c'était le nouveau président de CFC. Non, on le connaît pas. C'est lundi, on le connaît pas encore. On l'aura peut-être au téléphone lundi. Allons savoir, à tout de suite. Merci à tous. Et restez avec nous sur France Maghreb 2, 20h par l'Islam. Dans un instant, Medjed pour la suite des festivités. Il est 18h01, l'essentiel de l'actualité de ce vendredi soir. Bonsoir et bon week-end à lundi. Bonsoir à tous. Le mouvement contre la réforme des retraites est-il en train de changer de forme? Alors que la grève dans les transports faiblit, les actions coup de poing se succèdent. La CFDT et le Louvre en ont fait les frais aujourd'hui, vous le verrez. Le guide Michelin crée la surprise. Le restaurant de Paul Bocuse perd sa 3e étoile dont il bénéficiait depuis 55 ans. Dans le monde de la gastronomie, des voix s'élèvent pour dénoncer les pratiques du guide rouge. Et puis c'est ce qu'on appelle la magie de la Coupe de France de football. Le petit club de Granville dans la Manche joue contre l'Olympique de Marseille ce soir. Le pot de terre contre le pot de fer. Bienvenue. La colère de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, outré après une action cet après-midi de la coordination SNCF RATP dans les locaux du syndicat réformiste. Le patron de la CFDT qui dénonce une intrusion violente, François Germain. Oui, selon Laurent Berger, une trentaine d'individus se sont introduits au siège parisien de la CFDT où des salariés auraient été agressés verbalement et physiquement. L'un d'eux aurait même été plaqué au sol et insulté. Laurent Berger annonce qu'il va probablement porter plainte. Du côté des manifestants, on nie toute violence, mais on revendique cette action pour dénoncer la position de la CFDT favorable à un système des retraites universelles par points. Une véritable régression sociale selon eux. Et il y a quelques minutes, dans un communiqué, la CGT a déclaré ne pas cautionner cet envahissement de locaux. Cette intrusion à la CFDT n'est pas la seule action de la journée de la part des opposants à la réforme. Le Louvre a aussi vécu un vendredi mouvementé, François. Oui, plus d'une centaine d'opposants à la réforme des retraites ont investi les lieux ce matin à l'appel de l'intersyndicale CGT, FSU, Sud, UNSA. Ils sont restés sur place toute la journée. Un lieu qui n'a pas été choisi par hasard puisque c'est là-bas qu'a eu lieu la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron après sa victoire à la présidentielle. Des centaines de visiteurs, certains en colère, ont dû se résoudre à rebrousser chemin. Les responsables du musée ont annoncé qu'ils rembourseraient les détenteurs de billets. Et les événements d'aujourd'hui s'inscrivent dans une tendance à la multiplication des actions pour taper contre la réforme des retraites, de manière à faire évoluer la contestation alors que dans les transports, la grève semble à bout de souffle. 4,6% de grévistes seulement à la SNCF aujourd'hui. Pour ce week-end, la compagnie ferroviaire prévoit un trafic quasi normal pour les TGV, 8 trains sur 10 pour les Transiliens et 9 sur 10 pour les TER. La justice rendra sa décision le 16 mars prochain dans le procès de Bernard Prénat. L'ancien prêtre était jugé cette semaine pour des agressions sexuelles commises sur des enfants dans les années 80-90. Cet après-midi, le parquet a requis au moins 8 ans de prison. Le monde de la gastronomie secoué. Le restaurant Paul Bocuse à Collonges au Mont d'Or près de Lyon va perdre sa 3e étoile au guide Michelin. Une décision du célèbre guide rouge quasiment 2 ans jour pour jour après la mort du célèbre chef cuisinier. Paul Bocuse
Ils avaient obtenu ces 3 étoiles en 1965. Ils ne les avaient jamais perdues. Un record de longévité jamais égalé dans un milieu compétitif, Manon Bacour. Des années durant lesquelles les amateurs de bonne chair ont pu se régaler de son loup en croûte ou bien de sa soupe aux truffes. Les réactions s'enchaînent depuis ce matin. Pour Marc Vera, c'est tout simplement dramatique, pathétique, un manque évident de compétences. Le chef savoyard ne mâche pas ses mots, lui qui a d'ailleurs saisi la justice pour connaître les raisons de la perte de son étoile l'an passé. Ces chefs charismatiques dont les carrières finalement ne tiennent qu'à de petites étoiles. On se souvient du suicide de Bernard Loiseau en 2003 après une critique acerbe dans le Figaro. Mais cette fois-ci, pas de drame du côté de Collonges. L'équipe Bocuse se dit bouleversée mais accuse le coup. Elle préfère perdre l'étoile mais conserver l'âme de leur chef. Et la décision sera définitivement actée le 27 janvier, date de la sortie du guide Michelin. À l'étranger, l'inquiétude en Chine. Un deuxième patient est mort des suites de l'épidémie de pneumonie. Selon le dernier bilan, au moins 41 malades ont été recensés. L'enquête des autorités chinoises a permis de déterminer que plusieurs patients travaillaient sur un marché de la ville de Wuhan, spécialisé dans la vente de fruits de mer et de poissons. Le risque de transmission entre humains est faible, mais n'est pas exclu. Et puis le foot, avec la suite des 16e de finale de la Coupe de France ce soir, après l'exploit de Pau qui a sorti Bordeaux, les joueurs de l'US Grandville en National 2 rêvent de faire tomber l'Olympique de Marseille. Toute la Normandie est derrière le club, ce qui n'est pas pour déplaire à Johan Gallon, l'entraîneur de Grandville. Écoutez. C'est ce qui me rend le plus heureux. C'est pas ce 16e de finale en lui-même, c'est de rendre les gens heureux. Et nous, petit club de Grandville, de N2, de déplacer autant de personnes à Dornano, et ça dépasse même la région. C'est ça la chose la plus belle. Le foot permet, club amateur permet de vivre un moment exceptionnel. Donc ça, c'est la plus belle des choses. Le reste, je vous dis, ça reste qu'un match de foot. Oui, on joue l'OM avec tous ces grands joueurs, le deuxième du championnat et tout ce que représente l'OM. Mais ça doit rester la fête du foot. Grandville-Marseille, c'est à 21h05. Voilà pour l'info, excellente soirée. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.